France Inter. Samedi 17 novembre. Qu'est-ce que je cherche à faire? Comment je suis devenu écrivain? Pourquoi j'ai aimé ainsi? D'où cela vient? Cette passion, ce luxe? Ou ce qui a changé en moi et ce qui est resté pareil? Tout de même, ça a beaucoup d'intérêt, mais plutôt en voix dure, nette, avec jeu et sans romanesque. Je peux maintenant aller assez vite en utilisant par exemple des notes. Ce qui est au moins certain, c'est de ne pas faire L en historico-socio-roman. Annie Ernaux est ce soir notre invitée à l'occasion de la réédition de son Atelier Noir. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Jeanne Chéral. Ce corps-là. D'où vient-on? La question de l'origine. Vous allez être posée très jeune, Annie Ernaux? À vrai dire, je ne me souviens pas. Non. Non, parce que j'avais une réponse toute faite à l'époque, c'est-à-dire que j'avais une éducation chrétienne, catholique, très
très ferme. Et donc, d'où je venais, la réponse, c'était que Dieu m'a créé et mise au monde. C'était la première phrase du catéchisme. Voilà. Vous étiez né dans les roses, alors? Non, pas dans les roses, mais vraiment. En revanche, c'est une question d'adolescente, bien entendu. Oui. Avez-vous douté du fait que votre père était réellement votre père, comme le font souvent les adolescentes? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, mais pas une seconde. Non, c'était mon père était vraiment mon père comme ma mère était ma mère. Non, ce qui effectivement me tourmentait, c'est que j'aurais préféré avoir les mêmes parents, mais en plus éduqués, en plus voilà, surtout et qui parlent le français de l'école. Voilà, j'aurais voulu des parents de changer, différent, mais c'était les miens. Vraiment, il n'y avait pas. Non, cette histoire là de père, voilà, dont on doute. Non, voilà. Vous savez, je suis très peu portée vers la psychanalyse déjà, mais c'est tout simplement parce que je n'en ai pas besoin, peut-être. Voilà. Qui n'a pas besoin de la psychanalyse? Vous? Jusqu'à présent, je n'en sens pas le besoin. Vous voyez, jusqu'à présent, et dans l'âge que j'ai... oui. Vous avez quel âge? 81. Ah, c'est pas mal. Enfin, c'est une chance, oui. Oui, je considère ça comme une chance. Est-ce que vous vous sentez mieux à 81 qu'à 40 ou qu'à 21? Alors non. Non, l'âge idéal pour moi, c'est situé vraiment entre 45 et 60. Voilà, à peu près, oui. 60, 65, disons, cette tranche-là, c'est vraiment la période pendant laquelle j'ai eu vraiment l'impression d'une plénitude et d'une activité, d'une liberté, d'une grande liberté. Ça, j'en ai conscience, mais maintenant, quand même très progressivement, le corps change, le corps devient prégnant, devient lourd quelque part, mais même au sens propre, des difficultés, voilà, à marcher. Mais je suis pas là pour évoquer tout ce qui peut me tourmenter, mais il est certain que, alors, il n'y a pas que le corps. Je pense qu'il y a aussi le sentiment du temps qui change énormément à tout propos. À tout propos, on vous parle, on entend à la radio dans 20 ans. Dans 20 ans, même à propos du réchauffement climatique, tout ça est très 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 fort. Et se dire ah oui, mais dans 20 ans, voilà, ça se dit pas de cette façon claire, mais c'est toujours en fond. Ça vient toujours en fond après des annonces comme celle-là. Et il y a aussi tout ce rapport au temps. Moi, je suis très très affectée même par l'annonce d'artistes, d'écrivains, écrivaines qui disparaissent, qui sont plus ou moins des contemporains et même quelquefois plus jeunes. Et c'est une chose très très différente quand, par exemple, je me souviens de la disparition de Jacques Brel, de Georges Brassens. Au fond, j'étais pas concernée, c'était triste. C'était ce sont des êtres qui disparaissaient, qui appartenaient à ma jeunesse, donc c'était très important. Mais en même temps, voilà, moi je savais que l'avenir était toujours pour moi vraiment extraordinairement ouvert. Il est certain que l'avenir n'est plus le même. Voilà. Mais ce sont des choses dont je pense on doit tenir compte. On parle comme ça. Enfin, vous avez très très bien parlé, Laura Adler, de la vieillesse avec votre grâce à vous, Annie Ernaux. Mais il y a 2 ans, quand je vous avais rencontré, vous étiez à la fois plus mélancolique et en même temps plus combative qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous aviez observé vos chats qui vieillissaient, ça vous rendait très triste et malheureuse.
Et en même temps, vous disiez que l'âge, c'est aussi finalement une exception, c'est un avantage. Ah, mais je pense que c'est toujours un avantage, bien entendu. Mais alors il faut pas. Et puis vous êtes devant moi, je veux dire, vous dites que vous avez 81 ans, mais personne ne peut le savoir. Vous êtes là comme une adolescente avec votre veste en cuir noir, votre pull rose. De dos, je suis sûre que personne ne doit penser que vous êtes une adolescente, une dame de 81 ans, et de face non plus. Écoutez, je vous remercie. Je dois dire vous en fichez peut-être de votre apparence. Non, pas tout à fait, mais non. Mais non, dire ça, c'est hypocrisie, bien entendu. Non, je tiens à conserver une forme de. Mais je crois que ça vient de l'intérieur, tout de même, tout cela. J'ai toujours des projets. Je suis toujours dans une forme d'attente, d'émotion, et je pense que c'est ça qui compte et tout le monde peut, je crois, aussi rester dans l'idée de projet, d'abord pour soi ou pour ses enfants ou pour ses petits enfants quand on en a. Je crois que tout cela. Et vous en avez. Oui. Et c'est un bonheur pour vous. Oui. Vraiment, chose que je n'imaginais absolument pas lorsque j'avais 20 ans, d'une part, et plus tard, même quand mes enfants avaient 10 ans et 15 ans, je me représentais pas du tout un temps où mes fils auraient des cheveux gris et que peut-être j'aurais des petits-enfants, idée qui m'était même insupportable, qui m'a été longtemps insupportable d'avoir des enfants, d'accord, mais des petits-enfants, non. C'était à peu près ma position et en réalité j'ai éprouvé beaucoup de joie, même si je me dis que la vie qu'ils vont avoir ne sera pas idyllique, ne sera pas facile. Mais au fond, voilà, moi je suis née pendant la guerre. Je pense que c'était pas non plus une très bonne période. Que vous apprend votre petite fille de 20 ans? Pas tout à fait 20 ans, oui. 18. Bien entendu, elle m'apprend une foule de choses. Elle m'apprend ce que peut penser une fille d'aujourd'hui, de cet âge. Et je trouve ça formidable parce que il y a beaucoup de peur, enfin une vision propre aux femmes qui a complètement changé. Et là, donc vous êtes l'actrice, le témoin et la traductrice, Annie Ernaux. Écoutez, je pense que si on fait très attention, je pense que les filles maintenant les filles de 20 ans ne ressemblent pas du tout à celles qu'étaient celles qui ont 40 ans maintenant ou 60 et à plus forte raison 80 comme moi. La différence, bien c'est évident qu'elles ne sont pas nées avec tout ce qui a pesé sur ma génération, sur le corps, sur la liberté de reproduction. C'est le grand changement du XXe siècle. C'est la révolution du XXe siècle. La pilule et l'avortement libre. C'est effectivement, ça a changé le destin des femmes. Et les hommes aussi, bien entendu, mais pour les femmes, Alors, est-ce que c'est parce que ça concerne les femmes qu'on n'a jamais dit que c'était en fait la grande découverte qui changeait? Je ne sais pas. Je pense que oui, il doit y avoir de cela, parce que tout ce qui concerne les femmes tend à être minoré ou invisibilisé. Autrefois, c'était invisibilisé. Maintenant, c'est plutôt
bon, voilà, minoré. Et donc je vois dans ma petite fille ce que, je veux dire, le progrès qu'il y a eu, mais aussi une détermination. Il y a une détermination à ne pas se laisser, je veux dire, entraver dans beaucoup de domaines, de choisir sa vie. Voilà, il y a quelque chose. Bien sûr, l'amour, je veux dire, la relation à l'autre continue, bien entendu, ce désir-là, mais prend des formes beaucoup plus libres, voilà. Avez-vous choisi votre vie? Non, je n'ai pas choisi ma vie. Je n'ai pas l'impression du tout d'avoir choisi ma vie, mais j'ai choisi petit à petit, dirais-je. Voilà. Je l'ai pas choisi à 20 ans. J'ai choisi l'écriture, mais ça, oui, c'est un choix. C'est un choix. Mais lorsqu'il n'a pas été possible d'écrire, je me suis pliée aux événements. Je dois le dire. Oui, je n'ai pas été animée d'un désir fou de dire voilà, je vais plus être prof, je vais quitter mes enfants, mon mari pour écrire. Non, c'est une chose que jamais je n'ai envisagée. Et donc je me suis accommodée de beaucoup de choses, c'est certain. J'ai pas eu l'impression alors il y a des choix, oui, des choix fermes que j'ai fait, bien sûr. Il y a des choix d'avoir 2 enfants, mais pas de plus. Le choix de rester professeur de lettres, jusqu'à la retraite. Le choix de vivre à Cergy. Voilà, donc dans une ville nouvelle, oui, il y a je pense qu'il y a des choses que j'ai choisies, mais par exemple mes livres, je n'ai pas toujours l'impression de les choisir. Voilà, ce dont je parle dans mes livres, j'ai l'impression d'être envahie à un moment par quelque chose, mais je n'ai pas je m'installe pas à ma table en disant voilà, j'ai choisi de parler c'est beaucoup plus compliqué. C'est les livres qui vous choisissent et ce n'est pas vous qui choisissez de faire tel ou tel livre. C'est ce qu'on lit d'ailleurs dans l'Atelier Noir. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup. Et il y a des textes qui s'imposent à un moment et je ne sais pas pourquoi. Enfin, ils viennent très souvent aussi. Sont très liés à ma vie aussi, les textes. Mais chaque texte m'a demandé souvent. Il y a des textes qui sont nés des événements. La mort de ma mère, par exemple, a suscité l'écriture de une femme. Également, parmi les événements, c'est Passion simple. C'est un événement. Donc j'ai écrit, mais il y a des textes qui ont mis très longtemps et qui étaient des obsessions, comme le livre sur mon père, La place, Les années. Voilà 2 textes et Mémoire de fille. Voilà 3 textes qui ont mis très longtemps à voir le jour, et avec la pensée à la fois que je dois le faire et en même temps l'impression que je ne les ferai jamais. Vous voyez, il y a cela et à un moment ça existe. Ça vient au jour et quand c'est fini, je me demande toujours comment j'ai réussi, comment j'ai pu le faire. Est-ce que la mémoire est un puits sans fond et comment sortent de ce puits sans fond des images, des sensations, des émotions, oui, des perceptions? Oui, c'est vraiment un puits sans fond, la mémoire. Il y a toujours des choses nouvelles et la mémoire change tout le temps. Elle change tout le temps et elle se réactive. C'est totalement malléable, mais en même temps c'est imprévisible. Certes, je peux choisir ça m'arrive de faire, j'allais dire une descente. C'est comme une descente dans un moment.
dans un moment de ma vie ou sur une personne et à ce moment-là je ne peux pas me contenter souvent de penser. J'écris ça n'a pas forcément une destination publique, mais il y a ce besoin de ressaisir par des mots des images, des êtres, des noms disparus, enfin auxquels je ne pensais pas, c'est tout. Oui, mais cette mémoire, c'est vrai que j'ai très peur qu'avec l'âge, elle pas disparaître complètement, mais qu'elle soit moins vive. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une tendance. Peut-être que des gens vivent toujours dans le présent, mais moi c'est pas tellement mon cas. C'était pas tellement mon cas, mais maintenant j'éprouve une grande jouissance à simplement profiter d'une belle journée ensoleillée, de voir la grande vue que j'ai depuis ma maison et que vous connaissez. Il y a des plaisirs un petit peu comme Rousseau dans les rêveries du promeneur solitaire, vous voyez. Mais c'est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir, mais pas autant que l'écriture. L'écriture, c'est du plaisir, mais quelquefois... C'est la douleur aussi, ouais. C'est ça, oui. Mais en même temps, c'est le sentiment d'être là où je dois être. C'est ça, surtout l'écriture. Beaucoup plus que d'être là devant vous à parler. Voilà. Même si Donc je vous fais perdre du temps. Je m'en excuse. Le temps. Vous seriez devant votre table de travail oui, en ce moment même. Sans doute, mais en même temps, je crois que les relations, vraiment les relations humaines sont très importantes. Mais pas quand on écrit, puisqu'on est seul avec soi-même. Ah oui, mais là, oui, bien sûr, pas tout le temps, disons-nous. Mais l'isolement total, je l'ai expérimenté dans ma vie pour écrire. Je l'ai expérimenté à 2 reprises. Ce n'est pas forcément de très bonnes conditions pour écrire. Il faut être traversé par le dehors. Oui. Je pense vraiment, il faut avoir c'était une époque où j'avais choisi de n'avoir aucun contact, c'est-à-dire même pas de téléphone, et c'était très 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 difficile. Je sais qu'il y a des écrivains et des écrivaines qui dans des résidences s'isolent complètement actuellement. Mais c'est absolument pas mon désir. J'ai besoin j'ai besoin des gens autour de moi, pas dans ma maison, mais pouvoir les retrouver à un moment en allant à l'hypermarché, roulant en voiture aussi. Voilà, donc c'est un besoin, oui. Vous avez participé à un très beau film de Régis Soder, qui est adapté d'ailleurs d'un de vos textes, Annie Ernaux. Et dans ce film qui se passe dans la ville où vous habitez, Cergy, il y a quelques aveux de vous, et notamment, vous êtes quelqu'un de très émotif. Et vous expliquez à un moment dans le film comment, pourtant, traversant la ville, dans le bus que vous connaissez par cœur, vous êtes assailli d'émotions. Oui, je crois que voilà, je suis d'une certaine manière dans un état de porosité, dirais-je, à l'extérieur. Vous êtes les autres. Oui, sans doute. Là, réellement, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi parce que ça peut être très compliqué, justement.
d'être comme ça. Je me suis trouvée dans des situations où traversée par des conversations des autres, me trouvant dans des conversations, j'avais l'impression de n'être qu'une caisse de résonance. Et c'est une sensation qui est très particulière, mais qui est aussi qui détruit quelque chose, détruit votre être. Voilà. Et cette image qui est sans doute récurrente parce que je l'ai utilisée plusieurs fois, d'un spectacle que j'ai vu juste après la Libération en 1945. C'est un spectacle de prestidigitation qui, enfin, c'est un tour qui montre, qui a été très célèbre. Une femme entre dans une boîte, dans une grande et tout est fermé et on passe des hallebardes à travers, des lances, etc. Donc c'est complètement affreux. Et moi ce spectacle auquel on m'a emmené, mes parents m'ont emmené, m'a terrifiée. C'était, je pensais que la femme, elle était traversée par toutes ces lances, et effectivement, elle a surgi après. Mais pour moi, ça reste quelque chose, une image que je m'applique comme si elle avait traversé le temps et que je puisse effectivement, parce qu'on a des images. On a sûrement, quand on cherche, des images de soi, mais c'est une de celles que je peux avoir. Écrire pour vous, Annie Ernaux, c'est mettre des mots sur le monde ou c'est plutôt savoir être un buvard en permanence ? C'est d'être d'abord le buvard et ensuite de trouver les mots pour exprimer le monde, pour exprimer tout ça. Ces sensations, voilà, c'est de trouver, c'est ce que je dis, chercher. Au fond, le réel est très difficilement atteignable, et donc les mots ne viennent pas aisément, comme prétendait Boileau. Ouais, c'est pas du tout ça, et il faut trouver les mots. Alors, il est certain que je suis dans une position par rapport au langage qui est celle, allez, on va employer encore ce mot qui, à mon avis, devient un peu trop utilisé, qui est transfuge. Donc, en tant que transfuge, j'ai vécu dans un monde où l'on parlait un langage qui était le langage qui était, bon, il y avait beaucoup de parler populaire, hein, de patois, de ce qu'on disait du français incorrect, voilà. Et puis il y a eu le langage de l'école, le français de l'école, de la littérature, dans lequel j'ai plongé avec facilité, dois-je dire, et plaisir également. Et donc il y a si vous voulez, d'écrire, c'est évidemment utiliser le langage littéraire et pas celui de mes patois, de mes parents, et voilà. Mais en même temps, c'est de savoir que ce langage-là, il est arbitraire au fond. Il est arbitraire. La langue littéraire, enfin le style, tout cela, c'est le résultat le résultat d'une évolution de la langue, de conventions, mais il y a le réel, ce réel de mon enfance, ce réel, et qui se disait avec d'autres mots, ou pas du tout. Et c'est certainement dans cet interstice que je me situe quand j'écris, et qui fait que écrire ne coule pas de source chez moi, que c'est vraiment une recherche. Vous écoutez France Inter, vous écoutez l'heure bleue, vous écoutez le choix musical de Annie Ernaux, Brahms, symphonie numéro 4.
Nous venons d'entendre l'Allegro de la symphonie numéro 4 de Brahms, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Karl Böhm. Que se passe-t-il quand vous écoutez cette musique, Annie Ernaux? Alors, elle est liée à un film qui m'a beaucoup marqué lorsque je l'ai vu, je crois que j'avais 20 ans, c'est Terre sans pain de Buñuel. Ce film m'a bouleversée. C'était la révélation de la misère, de la immense misère et de l'Espagne. Voilà, de cette Espagne dont j'ai beaucoup rêvé lorsque j'étais étudiante c'était le pays du soleil, et là j'avais une vision évidemment violente, et puis il s'est trouvé que je crois que c'est mon mari qui a passé ce disque. C'était le printemps 1967, et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pensé, j'ai été traversée par quelque chose qui était je veux dire, la mélancolie des origines, de mon origine sociale, et je crois que à la fin du printemps, c'est en juin, mon père est mort. Donc le souvenir toujours de cette symphonie avec mon père, et puis l'idée aussi du livre que je devais écrire, hein, parce que je crois que je commençais à me poser des questions sur mon évolution sociale, sur le fait que je n'appartenais plus au monde de mes parents, et c'était très sensible parce que j'avais quitté la Normandie. Tant que je vivais au fond dans la même région, que je pouvais voir mes parents, mais là, en fait, j'en étais depuis plus de 2 ans, je ne les voyais pas, et j'étais passée vraiment dans un autre monde. Et c'est donc la symphonie de Brahms numéro 4, et ce mouvement-là, très bien choisi, est lié à la fois à l'écriture, aux origines, et puis politiquement aussi, à cause de Buñuel et Terre sans pain, bien sûr. 11 janvier, je n'avance pas, je doute. Est-ce parce que je reprends du déjà écrit? Je ne jouis pas assez de l'écriture telle que je la veux ici. Je me sens dans un projet trop long, je suis en manque de mathématiques profondes à l'œuvre dans la plupart de mes livres, mort, sexe, etc. La proximité de la sortie de mon livre L'Occupation me préoccupe. Que signifie ce désir de partir d'une photo de ma sœur avec mon père, sans doute très ancienne? Le retour du refoulé, of course. Ça, c'est un petit fragment de l'Atelier Noir, où on voit bien que l'écriture est à la fois une coercition, une sorte de devoir moral, une sorte d'exhumation d'un passé douloureux. C'est justement une traduction des états d'âme, mais ordonnée, avec une grammaire qui n'appartient qu'à vous. Ah, sans doute, oui. Mais si je note ainsi toutes ces choses à part, puisque c'est un journal d'écriture, hein, l'Atelier Noir. Si j'ai besoin de le faire à part, c'est aussi pour voir clair d'une certaine manière, mais je suis pas sûre que ça me fasse avancer beaucoup, que ça fasse avancer les choses. C'est que c'est aussi une manière de retarder le moment où je vais vraiment écrire, mais il y a une forme aussi de plaisir à évaluer toutes ces possibilités d'écriture, et comme si j'avais le choix. Et je suis pas sûre d'avoir le choix. Et en même temps, vous mentez pas à vous-même quand vous tenez ce journal d'écriture. Ah non, c'est justement... Vous faites le point avec vous-même, et nous, en tant que lecteurs et lectrices, on s'aperçoit à quel point l'écriture, c'est difficile, c'est douloureux, ça vous prend la tête jour et nuit. D'ailleurs, vous parlez de vos rêves. Oui.
Oui, c'est sûr. C'est l'intranquillité. Ah, totalement, mais vous remuez un peu le fer dans la plaie parce que je me dis, mais pourquoi ça a pris autant d'importance dans ma vie? Pourquoi j'ai employé quelquefois le mot sacrifice. Oui, j'ai sacrifié, mais j'avais pas le sentiment de sacrifier, mais sacrifier beaucoup de choses à l'écriture, oui. Comme si effectivement c'était voilà, que ma vie se confondait avec, et c'est peut-être pas, c'est pas forcément un sentiment très heureux, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Marguerite Duras disait, et on s'est beaucoup moqué d'elle, qu'elle n'avait jamais eu la possibilité de s'allonger sur le sable, sur une plage, notamment à Trouville où elle avait son appartement, oui, et de profiter du soleil. Mais c'est pas une blague, parce qu'elle disait qu'elle avait rendez-vous. Vous comprenez ce qu'elle disait? Oui, mais je suis bien sûre que je le comprends. C'est toujours le sentiment de ne pas être à ce que l'on doit être. Enfin, moi, c'est ça. C'est le sentiment que je gaspille en fait voilà du temps, que oui, c'est pas ma place. Voilà, que c'est pas ma place. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La Place. Voilà, oui. Donc vous savez où est votre place maintenant? Je pense, oui. Je pense. Et en même temps, quelquefois, je me dis que si je ne pouvais pas écrire à cause de l'âge de la maladie, ce serait terrible aussi. Voilà, parce que ce serait pas du tout une libération. Non, du tout. C'est oui, voilà, c'est l'image d'une chaîne, hein, quand même. Voilà, une chaîne qui, si on revient au début, n'est pas forcément choisie. Oui. Vivre, c'est écouter aussi le bruit des autres. Et nous sommes dans une période où le bruit des autres, vous soulevez les yeux. Oui. Rien qu'à voir l'expression de votre visage. Mais je continue pas ma question parce que vous avez compris de quoi je voulais parler. Oui, évidemment, j'ai compris. Comme vous avez souligné, vous protégez? Non, je me protège pas. Enfin, je n'écoute pas. Je dis réellement que je coupe le son, je coupe la radio lorsque il y a, je le dis vraiment, quelqu'un qui est en train de jeter la France dans un discours de haine de l'autre. Un retour en arrière inouï. Et que ça se passe en France, je trouve ça effrayant. Je trouve ça effrayant parce que c'est mon pays. Et voilà, donc je ne vais même pas citer son nom. Et je coupe effectivement la radio lorsque je change de chaîne, quand je l'entends. Quelquefois, quand c'est le cas comme hier, c'était 1 heure. 1 heure. Ouais. Et j'avais envie de même de casser le poste, quoi. C'est ça, en me disant que même la radio fermée, il continuait. C'était comme si je l'entendais. Voilà. Et il y a une majorité effectivement, mais c'est ça. C'est que en politique, les passions, la politique vécue par les électeurs, par la population, c'est une affaire de passion la plupart du temps. La raison n'a rien à voir. La raison n'a pas sa place, notamment dans une élection. C'est dans tout ce qui est dans une élection présidentielle avec qui a lieu tous les 5 ans et qui est ça va être les émotions que vont susciter tel ou tel candidat. Ce sont des paroles très assenées, tout ce qui est complexe.
Tout ce qui est complexe est écarté. Il y a des programmes de candidats. Bon, c'est un secret pour personne que je soutiens Mélenchon. Bon, le programme, je le connais. Il est très précis, etc. C'est un vrai programme de gouvernement. Je pense qu'aussi des candidats comme Jadot, voilà, ont vraiment un programme, mais ça on peut pas en parler. C'est devenu, mettons, la France aux Français, hein, c'est à peu près ça. Donc c'est devenu ça, et c'est tout simplement je veux dire, c'est imaginaire. C'est une solution imaginaire. Ça n'a aucun sens, cette France aux Français, et c'est ça qui est désespérant. Et je suis très pessimiste, malheureuse, parce que je me souviens avoir écrit, alors c'était en 2007, à la fin des années, en disant, que je prenais pas ça à mon propre nom, mais je disais la catastrophe c'est comme si la catastrophe devait aller à son terme. Et je parlais effectivement de Sarkozy. Mais là, je suis dans le même état d'esprit, avec horreur, à se dire que on a l'impression qu'on file vers une catastrophe. Et puis, des moments, je me dis que non, il y aura une solution. Je sais pas, qu'il y aura une sorte quand même de lucidité, peut-être, de se dire que on peut pas choisir le pire. Vous qui êtes une artiste des mots, Annie Ernaux, vous qui avez, comme vous l'avez proclamé avec fierté tout à l'heure, 81 ans, avez-vous l'impression que dans votre existence, vous avez déjà entendu autant de mots d'intolérance et de montée du racisme dans le discours public? Alors là, et peut-être ma mémoire va être infidèle, mais je pense qu'il y avait dans les années 50-60, il y avait du racisme toléré, normal, entre guillemets. Mais on n'entendait pas, il n'y avait pas sans doute, c'était pas proféré par des hommes politiques. Voilà, et c'était larvé. Oui, c'était la France des colonies. Voilà. Donc, et alors évidemment, mais la guerre d'Algérie n'était pas propice. Ça n'a pas été un moment propice à la tolérance, hein, bien entendu. Mais dans une période de paix, donc depuis je dirais, les années 60, non, je n'ai pas entendu de la part de responsables, de gens qui se disent responsables et qui veulent accéder donc à la présidence de la République, et puis aussi à tous ces gens qui les suivent, hein, de ces meetings de haine. Non, effectivement, je n'ai pas entendu. C'est ça qui est effrayant. Non, je n'ai pas entendu une telle expression de la haine de l'autre, des gens qui vivent ici. Enfin, je veux dire, on est à la 3e génération, c'est pas la 4e, des enfants, dont les parents sont venus en France dans les années 70. Ont été éduqués dans l'école de la République, qui sont qui sont à des postes qu'ils méritent, et qui sont, je veux dire, même de parler comme ça me gêne, parce que pour moi ce sont mes contemporains, et des Français comme moi. Je sais instantanément, c'était le jeudi 25 octobre, ce qui dans le monde extérieur touche, entre guillemets, à l'été 58, films, livres, chansons, faits divers. Toujours il s'agit de domination masculine et de consentement à celle-ci.
de dérive aussi. Wanda, perdue dans Manhattan. Mon histoire est dans celle des autres, et pourtant je dois la raconter pour qu'elle existe. Le mot « existe » est souligné dans votre texte de l'Atelier Noir, et qu'elle s'ajoute aux autres avec sa différence. J'ai relu ce qu'ils disent ou rien. Il y a derrière le désir de montrer le divorce des mots et de la réalité. Je suis dans une convention romanesque. Il n'y a pas de recherche. C'est un texte de voix. Oui, j'ai le jugement que je porte sur ce deuxième roman. C'est un roman parce que j'ai voulu raconter ce qui sera raconté dans Mémoire de fille, mais j'ai une sorte d'a priori de vouloir en fait de masquer. Je vais pas à la recherche de la réalité. Je veux en quelque sorte avoir une sorte de caution intellectuelle par rapport à ce qui s'est passé et donc j'ai évidemment sur un jugement critique sur ce que j'ai écrit alors, et c'est pas ce que je veux faire. Je veux vraiment plonger vraiment dans 58, comme je dis, effectivement, et alors cette fois faire émerger la domination masculine. Oui. Et maintenant, que faites-vous en ce moment? Vous savez, j'ai beaucoup de difficultés toujours à parler de je ce que sais. je fais. Voilà. Je sais que vous êtes en train d'écrire. Oui, mais voilà, je préfère ne pas en parler. C'est d'abord parce que on en parle mal quand on parle d'un livre qu'on est en train d'écrire. Ça ne se raconte pas, ça ne se résume pas. Et c'est quelque chose qui se développe en plus, qui est en cours. Donc voilà, puis je suis très superstitieuse en plus concernant l'écriture. Ce que je suis en train de penser, c'était le 23 avril 2013, non, devoir, pour tâcher d'écrire sur ces années 58 à 60. Le but, c'est de saisir en quelques phrases l'essentiel de ces années. Bon, mais quel essentiel? Ça sera la dernière question. Qu'est-ce qui est essentiel? Et oui, mais je crois qu'on le décide un peu de soi-même, ce qui est essentiel ou pas. Mais avec les années, on voit mieux aussi quand même ce qui est essentiel. Oui, il y a beaucoup de choses qui apparaissent plus du tout essentielles, mais je comprends que il y a c'est cette vérité d'usage, c'est qu'il y a un âge pour tout, pour toutes sortes de vérités. En tout cas, le vôtre, manifestement, vous rend très heureuse, Annie Ernaux. Je ne dirais pas heureuse, mais je le vis, je le vis comme, avec tranquillité. Merci infiniment, Annie Ernaux. On va pas rappeler l'actualité parce qu'il y a 3 films qui sont sortis très récemment à partir de vos textes. L'actualité, c'est aussi la réédition de l'Atelier Noir dans la collection L'Imaginaire Gallimard, et puis tous vos textes qui sont disponibles en livre de poche. Merci infiniment. Merci. Why you always doing that? Breaking up with me, then making up just to make me mad. I think that you taste like rock candy, sweet like peaches, leave me on sandy. Why do you leave me with watercolor eyes? Young love don't always last forever. Wild horses can't keep us together. So what if you taste just like heaven? That don't make it right. Hot summer and cold watermelon. Your love stings like blood and a lemon. Why do you leave me with watercolor eyes? Watercolor eyes. Watercolor
guitar while I'm sleeping, acting like a brat. I think that you're sweet like rock candy, warm like beaches that leave me sandy. Why do you leave me with watercolor eyes? Young love don't always last forever. Wild horses can't keep us together. So what if you taste just like heaven? That don't make it right. Hot summer and cold watermelon, your love tastes like blood and a lemon. Why do you leave me with watercolor eyes? Watercolor eyes, watercolor eyes, watercolor eyes. That don't make it right. Watercolor eyes, watercolor eyes, watercolor eyes. That don't make it right. Why you always doing that? Breaking up with me, then making just to make me mad. Hey. Et c'est avec Lana Del Rey que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Jean-Philippe Jeanne qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka pour son Very Good Trip.